Alors, les terres collectives ont fait leur entrée dans le débat public il y a un moment de ça, notamment parce qu'on proteste contre les modalités de leur commercialisation, je dis bien notamment. Les protestations les plus visibles sont celles des femmes. Alors, que demandent ces femmes depuis 2007 à peu près et où en est-on de leurs demandes? Exactement. Donc, avant de répondre à votre question, Madame Salami, c'est que je dois définir d'abord c'est quoi les terres collectives. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ce sujet-là. Donc, les terres collectives, c'est dans le cadre des terres collectives, c'est que la terre appartient à la collectivité ethnique. Et les ayants droit, c'est-à-dire les membres, ils ont seulement un droit de jouissance. Ça veut dire que la terre, elle relève de la propriété de la collectivité locale, de la collectivité ethnique. Ça veut dire en arabe, c'est Jma'a. Alors, cette collectivité, elle a une personnalité morale différente sur le plan juridique, différente de la personnalité physique des ayants droit. Je donne un exemple. Vous, Madame Salarami, moi, Mohamed Lazim, on est, sur le plan juridique, on est des personnes physiques. Chacun de nous, il a des droits, des obligations et même un patrimoine. Si on crée une société, nous les deux, cette société-là, elle aura une personnalité sur le plan juridique, c'est la personnalité morale, différente de celle de nous les deux. Et elle sera indépendante, elle a des droits, des obligations et un patrimoine. C'est la même chose, c'est l'équivalent ici. C'est l'une des complexités de la loi. Exactement. Et ce que je veux rajouter ici, c'est qu'il ne faut pas mélanger entre les terres collectives et le statut et la propriété en indivision. La propriété en indivision, ça veut dire que la terre et la jouissance relèvent de la propriété des co-indivisaires. Par contre, pour les terres collectives, la terre appartient à la collectivité ethnique, Jma'a, qui est la personnalité morale, et le droit de jouissance relève de la propriété des ayants droit. Alors, Voilà. avant de revenir du coup au sujet des revendications et des protestations des femmes depuis au moins 2007, continuons sur votre lancée, Mohamed Lazim. Je rappelle que vous êtes directeur général de Guy 4. Donc, vous nous dites les terres collectives appartiennent à des tribus, n'est-ce pas? Et ils n'ont qu'un droit de jouissance, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir que des contrats de location ou de concession, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce qu'on peut faire la différence pour aller dans votre sens entre les différentes catégories de terres, entre guillemets quelle est la différence entre les terres collectives, les terres guiches, les habous? Exact. Alors, bon, ce sujet-là, on va ces statuts-là, on va les analyser, Inch'Allah, au cours des prochaines émissions. Mais pour répondre à votre question brièvement, alors, les terres guiches, la terre appartient à l'État. Et les ayants droit, ça veut dire les membres, ils n'ont que seulement un droit de jouissance. Par contre, pour les terres collectives, la terre appartient à la collectivité ethnique. C'est ça la différence entre les terres guiches et les terres collectives. Ça, c'est une différence très importante parce que, du coup, dans le premier cas, pour les terres guiches, l'État, s'il veut se réapproprier en quelque sorte la terre, il peut le faire à n'importe quel moment. Mais en indemnisant les ayants droit, il faut les indemniser. C'est obligé. C'est obligé. Parce qu'ils n'ont que la terre. Mais le droit de jouissance, non. Les droits de jouissance relèvent de la propriété des ayants droit. Par contre, la collectivité locale, la collectivité ethnique, donc c'est elle la propriétaire de la terre. C'est ça la différence. Revenons au sujet, si vous permettez, Mohamed Lazim, des femmes. Oui. Elles ont plusieurs revendications et protestations depuis à peu près 2007. Oui. Où en est-on de leurs demandes, sachant qu'il y a un droit qui leur est finalement été attribué par des circulaires ministérielles, il me semble, émises par le ministère de l'Intérieur entre 2009 et 2012. Exact. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, Madame Salam, c'est que le Dahir 1919, qui gère les collectivités locales, il a été beaucoup critiqué sur ce sujet. Ils disent comme quoi c'est le Dahir 1919 qui a déshérité la femme marocaine, etc. J'ouvre une parenthèse, c'est que le Dahir 1919, c'est quoi? C'est un texte très sommaire. Et il a renvoyé aux coutumes locales. Et les coutumes locales, ce sont ces coutumes-là qui ont déshérité la femme marocaine. Donc selon vous, ce sont les coutumes locales plutôt que le Dahir en question. Exactement, parce que dans le cadre parmi les stipulations de ces coutumes-là, c'est que l'homme, un chef de famille, quand il veut se marier, il a un droit de jouissance. La femme, non. Un chef de famille qui décède, ce sont les héritiers hommes qui héritent ce droit de jouissance. La femme marocaine, non. Donc, s'il faut critiquer, il faut critiquer l'approche patriarcale des coutumes locales qui ont déshérité la femme marocaine, et non pas le Dahir 1919. Donc, c'est un problème des coutumes. Des coutumes avant même le protectorat, avant même 1912.
Alors, les hommes sont visiblement privilégiés au moment du Exact. partage des Oui, revenus ou de la oui, succession, en ce qui concerne les terres collectives. Je rappelle au passage certains chiffres. Selon un tableau publié sur le site des terres collectives développé par le ministère de l'Intérieur, les revenus distribués jusqu'à avril 2012 attribuent 82 millions de dirhams à plus exact. de 29 000 femmes contre 520 millions de dirhams à plus de 44 000 hommes. Qui est garant de l'application du droit dans ce type d'affaires? Alors, le DAI 1919, il a sorti, il a légalisé le conseil de Nouab Jma'a. Donc, il y a deux conseils. Il y a le conseil de Nouab Jma'a. Donc, chaque décision prise dans le cadre des terres collectives doit être prise, adoptée premièrement, par le conseil de Nouab Jma'a. Et après, cette décision doit être approuvée par le conseil de tutelle. Donc, c'est le conseil de tutelle. Il est composé par le ministère de l'Intérieur en tant que président, secrétariat, donc l'ADAR, c'est la direction des affaires rurales, et le ministère de l'Agriculture. Donc c'est le conseil de tutelle qui est garant et qui régisse ou bien qui gère les terres collectives au Maroc. Alors, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes directeur général de Guy 4. Les terres collectives dans notre pays représentent 15 millions d'hectares. Oui, On parlait la semaine dernière de problèmes de foncier, justement. Ces exact. terres représentent donc une manne foncière. Pourtant, seuls 2% sont exploités par des privés ou par l'État Oui. dans le cadre de contrats de location ou de concession. La plus grande partie est sous exploitation des tribus Ouais, propriétaires. On y revient. Et c'est là toute la complexité du problème. Un problème qui semble ne pas avoir de solution du exact. coup. Et j'ai rajouté ici, c'est que les gens ils considèrent que ces 15 millions d'hectares relèvent de la réserve foncière de l'État. Et c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et même cet amalgame, on le trouve même dans les schémas directeurs. On trouve que dans le cadre des schémas directeurs, les études foncières menées dans ce sens, ils considèrent que l'extension des villes peuvent être opérées facilement sur certains statuts, et en particulier les terres collectives. C'est en considérant que ces terres-là relèvent de la réserve foncière de l'État. Alors c'est faux. Les terres collectives, je rappelle, appartiennent à la collectivité ethnique et les ayants droit, ils ont seulement un droit de jouissance et non pas l'État. L'État ou bien le ministère de l'Intérieur. Ce qu'on sait aussi, Mohamed Lazim, en parlant d'études, c'est que c'est un sujet extrêmement important. Pourtant, les dernières statistiques liées à la problématique datent de 1996 et disent que la proportion la plus importante en pourcentage par rapport aux autres catégories de terres dont on a parlé, guiches, propriété privée, habous, c'est bien les terres collectives et que ces terres collectives représentent 17,7% de l'ensemble des terres agricoles. Alors, soit c'est une preuve de désintérêt vu que ça date de 96, ou bien c'est simplement que les chiffres restent statiques depuis 1996. Oui. Pourquoi ce chiffre-là, il est très grand? Parce que le protectorat en 1910, il a qualifié les terres collectives en tant qu'inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre ces terres-là. C'est pour cette raison qu'on a ce chiffre-là. On ne peut pas les vendre. Et pourquoi pourquoi le protectorat il a qualifié les terres collectives comme étant inaliénables, imprescriptibles et insaisissables? Parce que vers 1902-1903, l'IOT, il a lancé certaines études pour étudier la faisabilité de la colonisation au Maroc. Donc, il voulait faire un diagnostic à travers des sociologues, des anthropologues, des historiens, et ils ont recommandé l'IOT de prescrire cette règle-là. En tant que prescrire, ça veut dire prescrire la règle en qualifiant les terres collectives comme étant inaliénables, imprescriptibles, insaisissables. La question pourquoi? Pourquoi? Parce que pour ne pas créer une situation de révolte, parce que les Marocains sont trop attachés À la à la terre. terre, à la terre. Donc, pour répondre à votre question, c'est parce que les terres collectives, ils sont inaliénables. On ne peut pas les vendre. C'est pour ça qu'on a ce chiffre. On sait néanmoins que 60 000 hectares des terres collectives sont exploités sous location pour l'agriculture, chiffre de 2011. On revient encore une fois, si vous le permettez, au statut juridique des terres collectives, cession, location. Euh, Elles ne peuvent pas être cédées ou louées à n'importe qui, ces Ah, terres collectives. non, on peut les céder, on peut les vendre, mais il y a une procédure. La première, c'est qu'il faut que le contrat de bail doit être signé par le conseil de Nouab Jma'a, obligatoirement. Un. Et deux, ce contrat-là, elle doit être soumis au conseil de tutelle, composé par le ministère de l'Intérieur, l'ADAR et le ministère de l'Agriculture, et ce contrat doit être validé par ce conseil-là. Donc on peut les vendre, on peut les louer, seulement il faut passer par cette procédure-là. Et même la vente, on peut vendre, mais dans certains cas. Mais le le cas processus reste quand même très, très, très très laborieux. compliqué, très Très compliqué. très Est-ce qu'il est facile de connaître les noms des exploitants ou des locataires de terres collectives? Alors, ça, c'est parmi les failles du DAER 1919, c'est qu'il n'a pas défini, ça veut dire quoi, un ayant droit.
et il n'a pas défini quels sont les critères d'une façon exhaustive des ayants droit. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Parce que, comme vous savez, en période de sécheresse, je donne un exemple, en période de sécheresse, les chefs de famille quittaient les terres collectives pour s'installer dans les villes. Et les descendants reviennent pour réclamer leurs droits. Les chefs de tribu, ils trouvent une difficulté pour rémunérer les ayants droit et par conséquent, ils ne rémunèrent personne et la machine s'arrête. Donc, les ayants droit, on n'a pas une définition, ça veut dire quoi un ayant droit? Et c'est parmi les failles qu'on a dans le Daher 1910. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4, comment peut-on du coup mettre en valeur ces terres? Quelles solutions vous proposez pour le problème des terres collectives? Peut-être un droit rural beaucoup plus riche, Oui. beaucoup plus étoffé? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs solutions proposées. Par exemple, les parlementaires, ils ont proposé de privatiser les terres collectives. Et ça, c'est très dangereux. Parce que les Marocains sont trop attachés à la terre. Ils disent, les parlementaires, qu'il faut céder les terres collectives aux exploitants, seulement aux exploitants. Les gens qui ont quitté, non. C'est très dangereux. On va créer des situations de manifestation parce que les ayants droit non résidents, ils vont réclamer leurs droits. Donc ça, c'est une solution, à mon avis, qui ne passe pas. La deuxième solution, c'est que certains disent qu'il faut que l'État rachète ces terres. Ça, c'est très dangereux aussi parce qu'on va encourager l'exode rural. Et on va encourager la création de bidonvilles. La solution, à mon avis, qui me paraît un peu logique, mais seulement il faut la détailler, c'est la création d'une agence pour le développement des terres collectives. Et à travers cette agence-là, on va intégrer les ayants droit dans des projets économiques, social, touristique des terres collectives. Donc ça, je trouve que c'est une solution qui paraît logique et ça peut résoudre le problème. Eh bien, merci beaucoup Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4, d'avoir répondu à nos questions et à jeudi prochain pour notre rendez-vous de l'immobilier. Merci.